Devant les menaces qui pesaient sur ce milieu naturel, il y a eu une belle mobilisation citoyenne. Et de cette mobilisation-là est née l'Association du Marais de la Rivière-aux-Cerises. 26 ans plus tard, l'implication bénévole au sein de l'organisation est tout aussi importante. Et l'équipe porte fièrement les valeurs et la mission de l'organisation. Vous verrez également dans cet épisode notre vision pour l'avenir. Écoutez, c'est intéressant parce que je suis étudiant à l'Université de Sherbrooke au baccalauréat en géographie. Une petite équipe de 4 étudiants, on décide de faire un travail de session sur un projet X en aménagement du territoire. Et j'amène l'idée du marais de la Rivière-aux-Cerises parce que moi, je faisais du kayak au début des années 90 dans le marais, puis il n'y a presque personne qui connaissait ce site-là. Il y avait quelques pêcheurs qu'on voyait à l'occasion de l'autre côté du pont ferroviaire. Puis je m'étais dit, il me semble qu'on est assis sur un attrait extraordinaire, avec un potentiel extraordinaire d'un point de vue touristique. Puis on a travaillé, et là, 1995-96, on décide de travailler sur ce sujet-là et on contacte M. Jean-Guy Saint-Roch, qui était maire au canton de Magog, et on va rencontrer Sylvain Thomas, qui était, je pense, inspecteur municipal, et on reçoit une pile de documents, puis il y a plein de trucs qui ont été faits sur le marais, des études biologiques, ornithologiques, environnementales. Et on part avec ça, puis on décide de faire un plan d'aménagement pour le marais de la Rivière-aux-Cerises, sur le marais de la Rivière-aux-Cerises. Projet qu'on a présenté ensuite au conseil municipal du canton de Magog, puis qui avait été reçu avec quand même pas mal d'enthousiasme. Et ça, c'est la première étape, 1995-96. Ensuite de ça, le jour des funérailles de ma mère en 97, j'arrive à la maison et je vois un article dans le Reflet du Lac où il y a présent là, sur l'article, on parle de M. Van der Heyden, Claude Van der Heyden, sa conjointe Hélène Potvin, Michel Lacroix, Marc Choquette, Jacques Goyette. Et c'était tous des Québécois, des Magogois qui voulaient travailler et mettre en valeur le marais de la Rivière-aux-Cerises, plus d'un point de vue de protection à ce moment-là. Et là, je vois l'article, j'appelle le jour même Claude Van der Heyden, je trouve son numéro dans le bottin téléphonique, et je les rencontre le lendemain, et je leur dis que j'ai fait un travail de session avec des collègues d'université, et je leur fournis ce document-là, puis je leur dis, moi, ça me tente de m'impliquer. Alors, ça n'a pas été long que j'ai été recruté à faire partie du premier conseil d'administration qui était à ce moment-là informel parce qu'il fallait créer l'organisme, il fallait mettre sur pied tout ça d'un point de vue organisme, d'un point de vue légal. Quand on a commencé à travailler sur ce projet-là, on fait de l'acquisition de données, on prend connaissance d'un paquet de documents. Je vais voir des gens à la Société d'histoire de Magog, des documents à la bibliothèque de l'Université de Sherbrooke, à la cartothèque aussi, où il y avait des photos aériennes, où il y avait l'historique des photos aériennes. Et je mets aussi la main sur une carte qui avait été... que M. Ernest Simard, l'ancien maire de Magog, et il me donne cette carte-là parce qu'il savait que je travaillais sur le marais de la Rivière-aux-Cerises. Et cette carte-là, on voit sur le plan des lots, du lotissement qui est fait là, du côté de la ville de Magog jusqu'à la Rivière-aux-Cerises, mais partout. Là, si on veut, là, on se dit que c'est à l'ouest de la rue du Moulin. Et il y a des lots, là, des rues qui se rendent jusqu'à la Rivière-aux-Cerises. À l'époque, l'objectif, c'était de mettre, je dirais, d'aménager, de développer ce terrain-là, parce que dans l'imaginaire collectif, un marais qu'on appelait une swamp, ça avait zéro valeur ajoutée. L'idée, c'était de remplir ça, faire des rues, construire des maisons, des condos, etc. Et il y avait aussi parallèlement à ça, lorsqu'on a fait la revue des données, mais il y avait aussi il y avait eu des lots créés de chaque côté, du côté du canton de Magog, du côté de la ville de Magog, des lots possédés par des compagnies à numéros. Et clairement, il y avait de la spéculation qui était faite.
L'objectif, c'était d'un jour de développer. Parce que, imaginez-vous, là, vous êtes au même niveau que le lac Memphremagog. Vous avez un obstacle physique qui est la voie ferrée, qui n'est pas très haute. Imaginez construire des tours d'habitation. Vous avez une vue exceptionnelle sur le mont Z, sur le lac Memphremagog, sur le mont Offord, sur la région, dans le fond. Et c'était extrêmement attrayant. Et c'est au même moment où les lois environnementales commençaient à se renforcer et qu'on commençait à avoir une valeur écologique d'une infrastructure naturelle qui est un marais. Un marais, là, ça fait de la rétention naturelle d'eau. Pas besoin de construire une infrastructure, pour ça, il est là de façon naturelle. C'est sûr que si on remplit tout ça de terre, puis qu'on élimine la capacité de réservoir d'un marais, bien là, l'eau va s'en aller ailleurs, puis là, on va se ramasser avec un paquet de problèmes. Puis on l'a vu dans les années passées, lorsque le niveau du lac a monté de façon exceptionnelle, bien, les tours à condos qui sont déjà aménagées en aval, là, où la rivière aux Cerises aboutit dans le lac, bien, il y a eu à plusieurs reprises des inondations. Donc, c'est un peu la prise de conscience. On voyait que ce terrain, ce site-là, était très convoité d'un point de vue développement. Et lorsqu'on s'y promène, la première fois qu'on y accède en kayak, on voit un lieu extraordinaire. On ne sait pas croire que ce site-là pourrait être complètement éliminé pour en faire des condominiums. Notre objectif était de mettre en valeur ce site-là. Donc, évidemment, pour mettre en valeur, il faut donner accès à la population. Puis, il y a une anecdote assez intéressante, c'est qu'à l'époque, lorsqu'on a fait notre plan d'affaires, notre plan d'aménagement éducatif et touristique, on a eu une lettre d'appui qu'on ne pouvait pas s'imaginer d'obtenir. C'est M. Pierre Dansereau, le père de l'écologie dans le monde. Et il était québécois, il était professeur à l'université. Et lui, il nous avait dit, il y a deux façons de protéger. Vous mettez une clôture et vous empêchez tout le monde d'y accéder, ou vous mettez en valeur et vous informez, vous éduquez, vous sensibilisez la population. Puis c'est cette avenue-là qu'on a décidé d'exploiter. Et ça en faisait aussi un attrait intéressant pour la population. En 1997, on a fait les démarches. C'est beaucoup Claude Van der Heyden et sa conjointe qui avaient vraiment là, pris ce projet-là personnellement. Ils s'étaient engagés. Ils travaillaient pratiquement à temps plein sur la mise sur pied de l'organisme, la création, mise en place des lettres patentes, puis formaliser, avoir des règlements généraux, etc. Ça a pris un certain temps qu'il y ait une permanence. Et la permanence est arrivée, si je me souviens bien, autour de 98-99. Et c'est très difficile de garder les gens qui ont des compétences quand on crée une organisation. On devait sécuriser notre première ressource, qui était la directrice générale, puis ensuite de ça, aller chercher des subventions pour une secrétaire, faire un peu de comptabilité. Puis c'est vraiment là, une petite équipe de 2-3 personnes qui a permis de structurer, d'aller chercher notre financement pour le montage financier et arriver avec la construction des premiers sentiers. Le conseil d'administration était rendu à l'étape de voir sa planification stratégique. Donc, c'est un exercice qui fait foi d'une bonne gouvernance. Fait qu'on s'est dit, bon, bien, on était déjà un peu en retard avec la pandémie, qui nous avait un peu bousculé. Fait qu'on s'est mis en action. On s'est mobilisé, on a regardé ça. On a aussi mobilisé l'équipe permanente de direction et de coordination qui a fait participer à l'exercice. Donc, c'était vraiment un exercice 360 où est-ce qu'on voyait l'ensemble de la mission, de nos valeurs, des actions à prendre autour de ça. Puis on a travaillé avec une firme de consultants spécialisés dans le domaine, avec mon CA. Donc, on a abouti à un exercice vraiment super le fun, puis qui nous a amené à évidemment, on ne change pas la mission première de l'AMRAC, là, évidemment, mais on est quand même, on a eu une belle collaboration de l'équipe, puis on a vu qu'on regardait tous dans le même sens. Fait que donc, juste l'exercice nous a amené à savoir qu'on était dans la bonne voie ou le bon chemin.
La mission première de la MRAC est assez simple, c'est toujours la même. C'est de mettre en valeur et de préserver à perpétuité le territoire, le marais de la Rivière-aux-Cerises. Donc, c'est autour de ça que toutes nos actions gravitent. Que ce soit nos actions de conscientisation, d'éducation, que ce soit nos activités qu'on fait avec la population, ce qu'on présente, nos espaces muséaux qu'on a mis en place. Ça nous a permis aussi, cet exercice-là, de nous sortir, de maximiser en fait nos espaces qui soient en phase avec notre mission aussi. Donc, tout ça, puis du partenariat. Donc, c'est pas juste du partenariat avec les institutions, les universités, tout ça pour l'aspect plus scientifique, mais aussi la population, la communauté, qu'elle se mobilise, qu'elle participe, qu'elle se conscientise ou qu'elle s'implique dans le marais. C'est comme majeur pour le rayonnement et tout l'aspect éducatif et de conscientisation. On va être où avec la MRAC dans l'avenir, dans 5 ans? Bien, premièrement, c'est un exercice qu'on a fait il y a un an et quelques. Donc, on a déjà réalisé certaines actions qu'on voulait prendre autour de ça, dont le 25e anniversaire, qui était un élément important de nos orientations. Je pense qu'on va consolider. On marche un peu d'un pas de nos prédécesseurs, c'est-à-dire qu'on a consolidé certaines actions déjà en place. Les partenariats avec les universités. Évidemment, j'aimerais, moi, voir des collaborations scientifiques sur ce qui se fait à la MRAC, qu'on soit un organisme fort pour la région. Même à l'échelle nationale, c'est un milieu humide, c'est une belle collaboration entre l'humain et la nature. On n'est pas dans un milieu complètement sauvage. On est dans un milieu complètement urbain, mais il y a comme cette dualité-là avec laquelle on vit, cette préservation-là naturelle en milieu urbain. C'est quelque chose d'exceptionnel ici. J'aimerais ça voir ces études-là naître, ce qui nous permettent de faire rayonner aussi, puis surtout que ce soit utile pour les générations futures. Moi, je pense que le marais doit agrandir son territoire. Il doit partir de sa source d'eau potable, pratiquement du parc du Mont-Offord. Et il faut agrandir son territoire par un processus d'acquisition et consolider les terrains qui actuellement sont quand même encore assujettis à du développement. Et il faut pérenniser ce territoire-là. Et la forge va peut-être paraître un peu paradoxal dans ma réponse, étant donné que j'ai participé à la création de cet organisme-là. Mais l'organisme en soi est facultatif. Ce qu'on a besoin, c'est vraiment d'un territoire qui est protégé pour les générations futures. Et il faut voir la pérennité de la protection de ce territoire-là. Et ça doit primer au-delà de toute organisation quelconque. Peut-être que cette émission vous aura donné le goût de vous impliquer à l'Association du marais de la Rivière-aux-Cerises. L'équipe vous accueillera bras ouverts, que ce soit au niveau du financement, des communications, de la mise en valeur, de la conservation, de la gouvernance. Votre expertise pourra être mise à contribution. Je m'en voudrais de ne pas souligner en terminant les visionnaires et les bâtisseurs qui ont permis la naissance de cette organisation et de tous les services que nous pouvons vous offrir aujourd'hui. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec NOUS TV.